Dans un monde en constante évolution, certaines communautés ont su préserver un lien intime avec la nature et le vivant, malgré l'urbanisation croissante qui les entoure. Ces peuples racines nous offrent une opportunité d'apprendre d'eux, de découvrir leur humain-anima et d'explorer les pratiques qu'ils ont développées pour préserver ce lien avec le vivant. Je vais à la rencontre de Frederika van Ingen, journaliste et auteure. Elle possède une connaissance approfondie des peuples racines et de leurs pratiques. Bonjour Frederika, merci de m'accueillir chez toi. Bonjour. Alors, journaliste, écrivain, tu as beaucoup exploré par l'expérience la culture des peuples racines. Comment se fait-il que eux ont pu maintenir leur humain-anima, leur perception sensible avec le vivant autour d'eux, alors que nous, occidentaux, citadins, nous l'avons perdu? Je dirais peut-être que c'est exactement ce qui les définit en fait. Quand on parle de peuples racines, enfin, j'aime bien ce terme, c'est une des façons qu'on a d'appeler ces peuples qu'on appelle aussi indigènes, autochtones. C'est justement ce lien qu'ils n'ont pas perdu avec le vivant, parce que ils vivent, pour certains encore, immergés dans un monde qui est moins urbanisé que le nôtre, ou il est moins anthropisé en tout cas. Donc ils vivent dans la nature, donc ils sont en lien en permanence avec cette nature par leur corps. Ils n'ont pas besoin d'aller faire un tour à la campagne pour ça. Et puis par ailleurs, leurs cultures sont complètement imprégnées en fait de ce vivant. C'est-à-dire leur façon de fonctionner et même leur façon de fonctionner en société ont été inspirées par ce vivant dans lequel ils vivent. Donc c'est quelque part, ils n'ont pas besoin de théoriser, ils vivent en symbiose avec le milieu dans lequel ils évoluent. Tu veux dire que même s'ils sont sortis de cette nature première et qu'ils sont devenus un peu plus citadins pour certains, leur culture permet de perdurer cette perception? Oui, parce qu'elles sont vraiment imprégnées de ça. Donc leur façon de fonctionner ensemble, par exemple, ça reproduit des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont pu observer dans le vivant. Et donc il y a beaucoup d'histoires qui mettent en jeu dans leur culture, des histoires qui sont racontées entre les générations, qui mettent en jeu des animaux, des lacs, des rivières, etc. Et tout ça fait que, en fait, dans leur savoir, dans leur connaissance, dans ce qu'ils transmettent à leurs enfants, il y a quelque chose de très vivant qui est là. Et donc même s'ils s'éloignent à un moment parce qu'ils vont partir vivre en ville ou pour de multiples raisons, il y a quand même cette chose-là qui est très très présente dans leur façon de penser le monde en fait. Dès l'enfance, ils sont en lien direct avec les milieux dans lesquels ils vivent et ils vont apprendre par l'expérience tout ce monde sauvage en fait qui les entoure. Et si on pense à nous, par exemple, quand on doit apprendre quelque chose, on va dans une salle de classe avec des murs, avec des bancs d'école et on va apprendre un savoir qui est abstrait. Pour eux, l'apprentissage passe par l'expérience et donc c'est vraiment en vivant, tout simplement en jouant même, en vivant l'expérience du monde sauvage qu'ils vont apprendre comment fonctionne et le monde et la vie, et même comment fonctionner entre eux dans ce monde-là. S'ils ont tous cette aptitude, cet humain-anima, c'est-à-dire cette capacité sensorielle à se connecter, à interagir avec le vivant, pourquoi certains ont besoin ou vont chercher à l'amplifier avec des musiques telles que des tambours, voire avec des substances, des drogues hallucinogènes? À la base, il y a ce lien profond qui existe, je pense, chez tous ces peuples quand ils ont grandi, évolué dans une nature sauvage. Par exemple, les Bushmen parlent de tresser des cordes de connexion, c'est-à-dire ça va être vraiment une connaissance de plus en plus fine de tout ce qui les entoure, des animaux qui les entourent, et puis c'est une connaissance intérieure. En fait, on a à l'intérieur de nous tout ce monde extérieur. On peut se dire que peut-être
quelque part le fait que l'être humain, en évoluant, soit passé par un certain nombre de stades d'évolution, fait qu'on a quelque part en nous cette connaissance, ça c'est notre hypothèse, mais pour les peuples racines, ils n'ont pas besoin de faire appel à l'évolution. Il y a un lien sensoriel, il y a une connaissance du monde. Et puis, parmi ces personnes-là, il y en a certains qui vont être plus doués pour, par exemple, chasser. Donc ceux-là vont développer une connaissance plus forte de l'animal, de comment il vit, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont être plutôt... qui vont avoir un don. Alors en général, ils sont reconnus avant même la naissance, chez certains peuples, de guérir les autres. Et donc ceux-là vont suivre des apprentissages particuliers pour pouvoir développer leurs dons. Ce qui se passe, c'est que, mais même c'est vrai pour le chasseur aussi par exemple, c'est que quand ils vont rentrer dans ces apprentissages, un des éléments essentiels, c'est de ne pas être perturbé par ce qui va se passer. Or, c'est quelque chose qu'on peut vivre, nous. C'est par exemple quand on a une émotion très forte, on est beaucoup moins présent. Et eux, l'essentiel de leur lien, en fait, il vient de la présence, d'une attention, d'une vigilance particulière, d'une tension qu'ils ont avec le monde qu'il est. Alors une tension, c'est pas une pression, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la présence, d'être en lien sensoriel, prêt à réagir, etc. Et donc dans l'attention au monde sauvage qui les entoure. Donc c'est vrai pour le chasseur, c'est vrai aussi quelque part pour le guérisseur qui va lire en fait, il va lire l'environnement dans lequel il évolue et ça va lui raconter plein de choses. Donc l'idée c'est que pour pouvoir être dans une parfaite réceptivité de toutes ces informations, puisque tout est information, il y a un espace à travailler qui est de pouvoir être le meilleur réceptacle possible. Et l'idée, c'est donc d'être par plein de techniques, donc la transe permet ça, mais d'autres choses le permettent, pour pouvoir être capable de lire le monde, en fait. Est-ce que dans tous les cas, qu'ils utilisent ou pas des tambours ou des substances, est-ce que dans tous les cas, tu penses qu'ils sont dans un état de conscience modifié ? Alors moi j'aime bien utiliser le mot de état de conscience élargi, parce que mon hypothèse c'est qu'aujourd'hui nous avons un état de conscience rétréci. Le fait de vivre dans un monde urbain fait qu'on a beaucoup moins d'attention, on a beaucoup moins de présence, le fait d'être dans une forme de confort, on n'a pas un prédateur, on n'a pas un ours qui nous attend derrière la porte a priori, ça fait qu'on est beaucoup plus relâché quelque part. Alors relâché dans ça et très en tension dans le monde, par exemple, du travail, de la production, quand même on nous demande. Donc on fait des allers-retours entre trop de tension d'un côté, trop de stress en fait, qui est permanente, une tension qui est permanente et qui ne relâche pas, et un état de relâchement total quand on est tranquille entre quatre murs à la maison. L'état de conscience élargi dans lequel vivent, je pense, ces peuples-là, quand ils vivent en nature, et d'ailleurs nous, on peut en faire l'expérience quand on va vivre quelques jours en nature, hein, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une autre attention au monde qui s'ouvre. Et c'est pas indispensable non plus d'aller utiliser des plantes ou des tambours pour arriver dans cet état-là. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des différents niveaux de profondeur, de transe, on appelle ça la transe, mais déjà... Dans simplement un état qui pourrait être associé à l'état méditatif, il y a déjà quelque chose de l'ordre de cette réceptivité qui leur permet d'être en lien avec ce monde vivant. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à compartimenter les états de conscience modifiés, la méditation, la transe ou d'autres encore. En fait, c'est un continuum. C'est un continuum avec différents niveaux de profondeur, en fait, oui, absolument. Quels sont les effets et les bénéfices qu'ils en retirent ? C'est justement de vivre dans un état de continuum avec le monde. Il n'y a pas la séparation que nous on peut avoir avec le monde extérieur, le monde vivant, le monde sauvage. Il y a donc une capacité surtout de réaction adaptée à cet environnement. Donc je pense que ce qu'ils en retirent essentiellement, c'est une grande capacité de résilience, qui fait d'ailleurs qu'ils sont encore là aujourd'hui, hein, malgré tout ce qu'on leur fait vivre. Et qui sont en capacité en permanence d'aller chercher dans l'environnement l'information essentielle pour pouvoir réagir de la façon la plus opportune en fait. L'anthropologue Pat Schickman nous dit que l'un des éléments de notre nature profonde, c'est justement d'être dans un lien intime, dans un lien profond avec les animaux. Moi, je dirais même avec le vivant.
est-ce que le fait que l'on ait perdu notre huma anima serait dû au fait que l'on a substitué le sens de faire partie intégrante de ce vivant-là par un autre sens, je dirais même une croyance, qui est qu'on s'en est extrait, qu'on le domine en le mettant à notre main, en étant supérieur à ce vivant? Absolument. En fait, on oublie que oui, on a un lien direct avec les animaux parce qu'on est des mammifères. C'est quand même quelque chose qu'il est intéressant de se rappeler. Et effectivement, il y a cette idée qu'à un moment, dans notre pensée, on est sorti de l'état de nature. On a voulu se différencier des animaux quelque part, pensant que les animaux étaient inférieurs, ce qui reste à démontrer. et effectivement, on est sorti de notre état de nature, c'est-à-dire notre pensée quelque part a développé tout un tas de théories, je pense donc je suis, etc., qui fait qu'on serait autre chose que notre corps finalement. Ça nous détache totalement de notre corps. Or, notre corps est le lien avec le monde. Donc oui, effectivement, on a cru que cette pensée libre, entre guillemets, pouvait nous mettre au-dessus, mais en réalité, elle nous a détachés de ce que nous sommes profondément. Puisque nous sommes d'abord, pour pouvoir penser, il faut avoir un corps. Si mon corps n'est plus là, je ne peux pas penser. C'est basique, mais effectivement, la pensée, elle a quelque part les racines de la pensée, c'est notre corps, et notre corps, ses racines, c'est le vivant, c'est le monde. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que les peuples racines, donc, qui ont accès par leur connaissance, en fait, se fonde sur l'expérience du monde, ont créé d'autres formes de savoir qui nous montrent qu'une pensée enracinée peut donner d'autres façons de vivre en harmonie et en symbiose avec le monde, en fait. La question que je me pose, c'est est-ce que notre culture occidentale peut encore s'enrichir de cette culture des peuples racines sans pour autant perdre les richesses qu'elle a apportées? Je pense que pour nous, ce serait assez difficile de renoncer à ces richesses. Donc effectivement, quelque part, une forme de confort que la technologie nous a permis d'inventer. Je pense que c'est plutôt à imaginer comme un acquis. Mais il y a peut-être aujourd'hui une lucidité à avoir sur les limites de la façon dont on a créé tout ça. Aujourd'hui, il y a tout un pan de la science à travers les Traditional Ecological Knowledge qui s'intéresse au savoir traditionnel des peuples autochtones et qui même invite des peuples autochtones dans les universités à devenir eux-mêmes des chercheurs pour apporter le savoir les connaissances de leurs ancêtres pour compléter en fait la vision de la science. Donc c'est vraiment intéressant de voir que notre science a ses limites et c'est vraiment ce que notamment tous les chercheurs qui travaillent sur le climat, entre autres, qui travaillent sur globalement l'environnement, se rendent compte que les peuples autochtones ont des connaissances pointues que nous n'avons pas dans les détails, justement dans le fait d'aller sur le terrain, de voir depuis des générations et des générations. Ils ont aussi une histoire, une connaissance historique de leur milieu qui sont vraiment intéressantes pour notre science d'aujourd'hui. Donc il y a tout ce pan-là qui s'intéresse vraiment à ça. Et j'avais eu un contact avec un chercheur américain qui disait qu'en fait c'était très intéressant de voir que ces peuples-là, aujourd'hui, n'ont pas, ils ont vécu depuis des millénaires avec leurs propres connaissances, leurs propres savoirs, donc ils n'ont pas besoin de notre science. Mais par contre, notre science aujourd'hui a besoin de leur savoir. D'abord parce qu'il y a énormément de données très précises, mais aussi parce que leurs savoirs viennent vraiment questionner la nature même de la science aujourd'hui, de notre façon de dire ok, la science sait, et eux viennent questionner les limites de ce que notre science est capable de savoir en réalité. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que on risque de continuer à tourner en rond encore longtemps si on ne s'ouvre pas, si on n'accueille pas leurs connaissances.
En tout cas, on risque de continuer dans notre voie, qui est une voie matérialiste, qui est une voie technologique, et en fait qui est la voie qui a créé notre pensée qui nous sépare du monde. Et on voit un peu les limites de cette pensée-là aujourd'hui, les crises écologiques notamment auxquelles on est confronté, même les crises sociales, philosophiques. Elles nous amènent à voir qu'on tourne en rond quelque part. On est vraiment dans une crise de sens profonde. Et ce qui est intéressant dans leur approche, c'est que précisément, ils nous ramènent quelque part dans un lien, en fait, leur connaissance, leur approche du monde nous ramène dans le lien au vivant et dans comment nous, humains, nous pouvons nous réinsérer dedans, donc de redevenir des êtres symbiotiques quelque part. Et à travers cette posture-là, de redevenir des êtres symbiotiques, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que le vivant est créatif, le vivant se renouvelle, et que accepter peut-être d'être traversé par cet élan que le vivant peut nous réinspirer, ça peut ouvrir des voies qu'on n'imagine pas du tout aujourd'hui. Donc voilà, je pense que le choix il est là, soit peut-être rester dans la voie matérialiste et technologique, et ensuite devoir entrer quelque part continuer notre lutte avec le monde jusqu'au bout, et voir qui sera le plus fort. Voilà. J'ai quelques hypothèses sur l'issue. Ou alors se dire, ok, maintenant on va redevenir des partenaires du monde quelque part. On va refaire alliance avec le vivant pour essayer de construire, de voir ce qui se construit, sans forcément... c'est quelque part le risque de plonger dans quelque chose de vivant, dans une expérience qu'on ne connaît pas, mais en même temps ça peut être une aventure assez fabuleuse. Merci beaucoup Frédérica, on a vraiment de la chance d'avoir des personnes comme toi, des passeurs qui font le lien entre leurs connaissances, entre leur culture et nos savoirs. Merci. Mais finalement, la question à se poser peut-être, c'est de savoir si on n'est pas tous, quelque part, des passeurs du vivant. Donc, bonne mission à toi. Merci. Nous avons beaucoup de chance d'avoir parmi nous des peuples qui continuent de cultiver et de développer leur humain-anima. Ils nous offrent ainsi une chance de redécouvrir une part essentielle de notre humanité que nous avons malheureusement perdue. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux, car les crises anthropiques telles que le réchauffement planétaire, l'épuisement des ressources naturelles, la perte de la biodiversité et les mouvements massifs de réfugiés climatiques ne pourront être résolus par la technologie seule. En fin de compte, c'est en reconnaissant l'importance de notre lien intime avec le vivant, de notre humain-anima, que nous pourrons mériter pleinement notre appellation d'Homo sapiens sapiens.